Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour votre présence pour la présentation du guide de l'urbanisme édité par le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Donc, je suis aujourd'hui accompagnée de Monsieur Benoît Olivier, donc directeur de l'urbanisme et de l'habitat. Dites-moi. Oui, alors je suis directeur du développement urbain et de l'habitat de la commune d'Ablon-sur-Seine dans le Val-de-Marne. En fait, c'est un service qui est assez large et qui concerne à peu près tout le cadre de vie et tous les cadres réglementaires qu'on peut utiliser pour améliorer et protéger le cadre de vie des habitants. Mais c'est principalement de l'urbanisme, mais c'est aussi l'habitat, effectivement. C'est pour ça qu'on a choisi deux intitulés dans le poste, mais il est assez plus large que ça. Mais c'est une ville de 5800 habitants, donc il a fallu multiplier les casquettes. Je comprends. Et je suis également accompagnée de François Melburé, donc conseiller ordinal au CROAIF et architecte. François, je te laisse présenter le guide. Merci Clémence, merci à vous d'être là. Je ne sais pas si on nous entend bien, mais bon, on va essayer d'être très clair. Donc ce guide, il a comme intérêt d'essayer de faire de la pédagogie. Le rôle de l'architecte, effectivement, il est prépondérant dans l'idée d'instruire et de mettre en place les documents administratifs dans un projet d'élaboration. Le rôle de l'architecte, il est prépondérant de trois manières, je dirais. On est à la fois concepteur, donc on doit à la fois proposer des initiatives de projection, tout en effectivement en garantissant à notre maître d'ouvrage les éléments qu'il faut pour déposer ces documents à l'adresse des services d'urbanisme. Donc là, c'est la partie concepteur. On est conseil aussi énormément sur la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte aujourd'hui que déposer un projet petit, moyen ou gros, on est toujours devant de nombreuses questions de la part de nos maîtres d'ouvrage professionnels ou non professionnels. Donc nous sommes là pour essayer de les aiguiller, de les amener vers effectivement le plus de sens possible, avec une réponse adaptée à la situation d'un dépôt de documents administratifs, qu'il soit, on va dire, une déclaration préalable ou un permis de construire. Et ensuite, effectivement, on a le rôle d'être un interlocuteur privilégié vis-à-vis des services de l'urbanisme, puisque nous allons gérer et accompagner notre maître d'ouvrage dans effectivement toute l'élaboration et toute la chaîne du développement du projet, donc petit, moyen ou gros. On va développer ça peut-être un peu plus tard, évidemment. Et on est là pour donner un peu le tempo, les éléments, comment on définit des éléments pour un permis de construire ou d'une déclaration préalable, sans oublier tous les éléments qui viennent en plus du PLU, par exemple, qui sont toutes les annexes, qui sont aujourd'hui assez nombreuses. Voilà, donc le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France a réussi, ou a plutôt réussi à mettre en musique ce guide à l'attention de tous les publics, mais avant tout peut-être pour les municipalités, les services d'urbanisme. Il a pour vocation de donner les éléments très rapidement de comment on s'organise quand on a un petit projet, un moyen projet ou un grand projet. Donc on parlera peut-être après effectivement de cette notion de seuil, du recours aux architectes. Le recours aux architectes, on le sait, il était jusqu'à présent établi autour de 170 mètres carrés. Il est aujourd'hui 250 mètres carrés. Donc il s'est réduit de 20 mètres carrés. Et à cela donc, vient s'ajouter tout un nombre d'éléments en fonction du dispositif du projet, comment, à partir de quoi une déclaration préalable devient un permis de construire. Ce guide a pour vocation d'expliquer tous ces éléments. Voilà. Je vais rebondir, merci de cette présentation. Donc je représente un peu les services urbanisme, et donc je n'ai pas la prétention de parler pour tous les services urbanisme de France, mais je pense qu'on rencontre tous les mêmes problématiques de connaissance du cadre réglementaire applicable, qui est changeant, qui est difficile à lire, et à cette difficulté de fond du cadre réglementaire s'ajoute une difficulté complémentaire qui est liée à la difficulté que les villes ont que les services instructeurs de manière générale ont à recruter des services compétents. Je ne veux pas insulter du tout mes collègues, mais c'est vrai que c'est
un métier qui est très tendu, dans lequel on a beaucoup d'offres et pas beaucoup de postulants. Ça veut dire qu'on a de temps en temps l'obligation de faire des concessions sur les profils qui sont recrutés. Et de temps en temps, on a des profils qui ont des compétences techniques juridiques qui sont pas toujours en adéquation avec la difficulté du cadre juridique applicable. Et donc, tous les outils qui viennent contribuer à clarifier le cadre réglementaire dans lequel on s'inscrit, à donner accès simplement et clairement à tous les cas de figure dans l'instruction d'un dossier, c'est quelque chose de très précieux. Donc moi, je vous remercie pour la qualité de ce guide. Je l'ai étudié depuis qu'on me l'a envoyé. J'ai vu aucune erreur dedans. C'est quand même une prouesse parce que c'est difficile de faire quelque chose de bien. Donc ça, je voulais le noter quand même. Et c'est quelque chose qui va être intéressant pour effectivement les services urbanisme, voire même pour les personnes qui sont intéressées indépendamment des services pour monter leur projet et savoir quelle démarche il va falloir respecter. Alors après, ça va concerner un nombre de personnes assez limité parce que c'est vrai que le guide, il est complet, il est exact, mais il est très complet. Ça fait quand même un document qui est assez difficile d'accès pour quelqu'un de normalement constitué. Et ça va nécessiter un investissement, un dévouement très important de la part d'un pétitionnaire intéressé pour absorber tout le guide. Après, on peut espérer que le guide ne soit pas un roman à lire du début à la fin, mais soit juste un outil, une boîte à outils dans laquelle on pioche pour voir sa situation, pour voir quel cadre appliquer. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment intéressant de donner accès au cadre réglementaire aux pétitionnaires. Pour les renseigner à titre courtois et administratif, mais aussi pour un motif plus prosaïque qui est le côté contentieux, parce qu'une difficulté très importante qu'on a pour faire respecter les règles d'urbanisme, c'est le contentieux, où les outils contentieux qui sont donnés au service urbanisme sont rarement suffisants pour contraindre tous les publics à respecter toutes les règles. Alors 80% des personnes, enfin je n'ai pas un chiffre exact, mais en tout cas, en une très grande majorité, les gens respectent les règles du jeu et respectent toutes les formalités. Quand ils ne les respectent pas, quand on les attrape, ils les régularisent et ça se passe plutôt bien. Mais il reste 10-20% de personnes qui sont soit mal intentionnées, soit ils ont avancé trop dans leur projet illégal pour de toute façon faire marche arrière et donc ils attendent la sanction. Et la sanction, souvent, elle ne vient pas. En tout cas, elle vient très tardivement ou notamment le côté judiciaire n'est pas toujours très satisfaisant. La réponse des juges est insuffisante. Donc l'idée que les gens soient bien au courant en amont avant de déposer leur dossier du cadre réglementaire qu'ils doivent respecter, ça va peut-être favoriser le respect des procédures. En tout cas, s'ils ne connaissent pas les règles, ils ont moins de chances de les respecter. Donc ça, c'est quand même aussi un espoir qu'on peut avoir avec ce type de document qui est important. Je vous donne la parole peut-être. Comme vous voulez. L'objectif en fait du guide, c'était vraiment de balayer les différentes étapes pour, par exemple, un pétitionnaire, mais aussi pour le service instructeur et également pour les architectes, les différentes étapes au moment où, à partir du moment où la personne souhaite déposer une demande et la fin, c'est-à-dire la purge des voies et délais de recours et surtout la réception des travaux et le contrôle. Donc voilà, on a balayé ces différentes étapes. Donc dans le guide, vous allez retrouver un nombre de délais considérable, mais après ce sont les délais imposés par le code de l'urbanisme. Donc l'objectif en fait c'était de s'y retrouver. Donc comme vous le disiez, le guide est très dense parce que en fait, le code de l'urbanisme impose aussi des réglementations très denses et assez complexes. Donc on a essayé en fait de simplifier cela au maximum pour justement faire de la pédagogie auprès aussi des services instructeurs. Mais d'un autre côté, malheureusement, on est aussi contraint par la réglementation du code de l'urbanisme de manière générale. Je voulais juste rajouter une petite chose. C'est vrai que ce guide, il est très important parce que on se rend compte, par exemple, qu'en fonction des instructeurs des certaines communes, alors que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs, ça s'étend évidemment à l'ensemble du territoire, on n'aura pas forcément les mêmes interprétations sur les éléments qu'on doit fournir. Donc, à chaque fois, on est un peu perplexe. Et même nous, parfois, en tant qu'architectes, concepteurs, conseillers, interlocuteurs, donc les trois mots-clés,
On est parfois un petit peu dubitatif devant certaines demandes qui outrepassent un petit peu effectivement les demandes officielles administratives. Donc ce guide, il est d'autant plus important qu'il, je pense, balaye à peu près toutes les problématiques dans le cadre d'un dépôt de projet. Il a pour vocation plusieurs thématiques, mais on va dire principalement quelle autorisation pour quels travaux. Et ensuite, à quel moment l'architecte intervient dans le processus du dépôt du projet. Voilà. Donc, c'est les deux grandes problématiques à laquelle s'annexent tout un tas d'éléments, évidemment, réglementaires. Oui, bien évidemment, le guide étant édicté par le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, on a vraiment accentué aussi sur plusieurs pages sur l'intervention entre guillemets de l'architecte, dans le sens où vous avez certaines réglementations qui sont inhérentes à la profession d'architecte, comme le disait François, notamment le recours à l'architecte pour les personnes physiques qui souhaitent construire pour des constructions neuves de plus de 150 mètres carrés, pour une personne morale qui veut déposer un permis de construire. Enfin, voilà, le code de l'urbanisme prévoit pas mal de dispositions spécifiques à la profession d'architecte, et vous avez aussi certaines réglementations qui sont inhérentes à la profession, dans le sens où, par exemple, on peut évoquer la pratique de la signature de complaisance. On a régulièrement, au sein du service juridique de l'ordre, on a régulièrement des remontées de services instructeurs qui nous disent voilà, j'ai reçu ce premier permis qui était non tamponné par un architecte, alors qu'on était dans le cadre du recours obligatoire à l'architecte. Donc le maire a refusé en fait le permis de construire, et quelques mois plus tard, on a reçu les mêmes plans, mais ce coup-ci tamponnés par un architecte. Donc que devons-nous faire? Et donc nous là, on intervient justement là-dessus, parce que la signature de complaisance est prohibée par le code de déontologie des architectes. Moi, je voulais revenir, et c'est vrai, et c'est bien de renseigner sur ces éléments-là, parce que les services urbanistes sont pas forcément bien. Déjà, ils ont du mal à faire respecter les règles qui les concernent et qui fait partie de leur domaine de compétences. Mais ces éléments-là, qui sont de droit privé, en tout cas qui concernent pas directement leurs attributions, c'est un peu plus nébuleux. Mais je voulais quand même être un petit peu désagréable en parlant des limites du document, si vous me permettez, parce que je pense que c'est important. Je ne vais pas être trop désagréable non plus, parce que, comme je l'ai dit, il est très bien et très bien fait et sans erreur. Par contre, il y a des petits éléments sur lesquels je voulais revenir. C'est qu'effectivement, vous parliez des pratiques locales où, de temps en temps, certains services demandent des choses différentes d'autres services. Il y a des pratiques qui sont locales, j'espère pas contre la game, qui vont pas contre la réglementation en vigueur. Par contre, c'est vrai qu'il y a de temps en temps, il y a des réglementations qui interrogent. Je pense par exemple au nombre d'exemplaires qui est à fournir pour déposer un dossier. Alors ça paraît un peu trivial comme question. Le code de l'urbanisme est très clair à ce sujet, mais le code de l'urbanisme n'est pas du tout adapté à la réalité du terrain. Ça donne des nombres de pièces par rapport à certaines pièces spécifiques qu'il faudrait de manière surnuméraire. Ça ne sert à rien. Les services urbanisme ont besoin de dossiers complets en certain nombre. Et il y en a toujours minimum 3, puisqu'il y en a toujours un pour la préfecture qui va pratiquer le contrôle d'égalité, un pour le service instructeur qui va le conserver dans ses archives, et un pour le pétitionnaire qui va faire la demande, plus éventuellement d'autres dossiers par rapport à d'autres consultations qui seraient nécessaires. Et le code d'urbanisme en prévoit que 2, sauf exception. Et donc là, déjà de base, il y a une demande complémentaire des services qui vont dépasser le cadre strictement légal, mais c'est parce qu'en fait, il y en a besoin de plus. Alors, on peut faire des photocopies, c'est pas le problème, mais c'est vrai que c'est quand même pas très adapté. Donc, alors le guide est pas inexact puisqu'il reprend le texte, c'est juste le texte qui est pas adapté à la pratique sur place. Il y a un autre élément là pour le coup qui concerne le guide, qui est dommage, qui est pas faux du tout, qui est juste que on sait que le guide il est difficile d'accès pour une personne normalement constituée, un pétitionnaire qui va vouloir faire son projet. Le problème, c'est que si un pétitionnaire très enthousiaste se donne le mal de potasser ce document pour voir quelle réglementation suivre pour son projet, en fait, il va savoir quelle démarche administrative il va devoir faire, mais il ne va pas forcément comprendre quelle réglementation son projet en lui-même doit respecter. Et c'est dommage de ne pas
mettre dans le document alors on ne peut pas mettre tous les règlements de toutes les villes de France, parce qu'il y en a 36 000, mais on peut peut-être rajouter un petit paragraphe qui dit que le projet doit respecter un certain nombre de règles locales, donc des PLU, des servitudes d'urbanisme, voilà, des différentes réglementations locales, parce que ce n'est pas forcément évident, notamment dans le cadre de la déclaration préalable, où certaines personnes de bonne foi ont l'impression qu'ils ont juste à remplir un CERFA qui dit « je déclare que je vais faire tel projet », et c'est fini. Alors non, ce n'est pas fini, c'est que le début, et ça ne permet évidemment pas de répondre à la demande du pétitionnaire de ne pas avoir ces informations-là. Donc on en a déjà discuté en off, mais et c'est pas le but du guide, mais c'est vrai que s'il fallait élaborer une critique par rapport à ça, c'est celle-ci. Et j'ai une dernière, pas critique, mais remarque, c'est que le guide, il va être difficile d'accès déjà pour les personnes qui ont accès, mais ça va être important de le diffuser, je pense, au maximum pour que pour pas forcer les pétitionnaires à trouver le site du Conseil de l'Ordre des architectes pour aller sur le site, pour aller télécharger le guide, pour l'apprendre. Plus il va être facile d'accès et plus il va pouvoir faire son office, qui est de bien renseigner les gens. Donc ça va probablement être important de faire une campagne de communication, mais je suppose que cet événement en fait partie, pour diffuser le guide, que ce soit pour les pétitionnaires, mais évidemment pour les services concernés. Voilà. C'est des petites critiques qu'on peut apporter, enfin c'est des petites critiques, c'est des remarques. Il n'y a pas de souci en tout cas là-dessus. On en prend voilà, bonne note et on vous remercie parce que du coup c'est de cet aspect critique et ça pourrait éventuellement faire l'objet de nouvelles fiches pour nourrir le site internet du CROAIF ou éventuellement dans quelques temps un guide bis. Alors peut-être quelque chose qui vient en annexe de ce document qui est un peu peut-être un peu austère dans le sens où c'est adressé effectivement au service de l'urbanisme et c'est vrai que on peut comprendre que des pétitionnaires ne puissent pas tout comprendre, donc il peut être annexé un document un peu graphique, très didactique sur en une page effectivement dans quelle situation on se retrouve quand on dépose un projet préalable au permis. Autour d'une véranda, d'une installation d'une fenêtre de toit ou d'une extension de cuisine, voilà, et un truc relativement simple qui serait une fiche qu'on pourrait annexer à ce guide qui est très bien, de manière à effectivement avoir un focus très rapide sur les autorisations et quelle autorisation pour quels travaux, comme je le répétais tout à l'heure. Et je rebondis sur ce que vous disiez. Effectivement, j'ai l'impression que plus les années passent, plus on essaie de simplifier toutes les démarches administratives dans tous les services, pas que le nôtre. Et on se rend compte finalement que les démarches sont de plus en plus longues. On nous avait demandé à un moment de ne plus mettre les plans, mais que effectivement les plans n'étaient pas obligatoires. Finalement, nous architectes, on se dit que c'est un peu ridicule dans la mesure où un plan évidemment fabrique une façade, donc je vois pas comment on peut ne pas mettre des plans. Donc finalement tout le monde met des plans alors que ce n'est pas imposé au départ. Et juste pour un peu la rigolade, c'est vrai que moi mon record pour déposer un permis, ça a été 18 exemplaires. Et voilà, on est parti en voiture pour le déposer, quoi, parce que le coffre était rempli. Donc c'est vrai qu'il faudrait que tout simplement les choses soient plus simples, hein, et que de manière définitive, on puisse régler aussi simplement le nombre d'exemplaires en fonction du projet qu'on dépose, et que ce nombre d'exemplaires soit commun au territoire. Parce que même ça fabrique une différence entre une commune et une autre. Pourquoi dans une commune on va déposer 18 exemplaires et dans l'autre 5 ? Bon, même si évidemment chaque commune n'est pas frappée des mêmes problématiques réglementaires, avec les problématiques de bruit, de PPRI et autres, mais ça pourrait être quand même beaucoup plus simplifié, en tout cas sur la quantité, et en plus ça irait dans le bon sens puisque beaucoup de gens continuent à imprimer et je pense qu'il faut définitivement aller vers des choses qui sont un peu plus dématérialisées de manière à aller dans le bon sens de l'économie et de la préservation de notre planète. Concernant je reviens juste du coup sur le guide. Concernant le guide, on a fait tout un laïus sur alors c'est
Normalement, c'était déjà obligatoire depuis quelques années, et donc depuis 2018. Mais là, tout du moins, maintenant, depuis 2022, avec les nouveaux formulaires CERFA, il n'y a plus la signature de l'architecte. Donc ça a été longuement évoqué dans le guide. Vous avez le numéro de récépissé à l'ordre qui remplace en fait la signature de l'architecte sur le formulaire CERFA. Et donc l'objectif en fait aussi du guide, c'était de sensibiliser les services instructeurs à cette nouvelle pratique, parce qu'en fait, on s'aperçoit que malheureusement, c'est pas forcément, et je ne sais pas si en retour d'expérience vous avez quelque chose là-dessus, mais en tout cas, on s'aperçoit que de plus en plus, c'était pas forcément quelque chose qui était connu de la part des services instructeurs. Donc nous, on avait fait au sein du CROAIF un envoi de courrier pour justement informer toutes les collectivités, les services instructeurs franciliens, COPI, départements et préfets de région, pour justement les sensibiliser à cette nouvelle pratique, à l'obligation, entre guillemets, de déclarer le permis à l'ordre et d'apposer son numéro de récépissé, mais on s'aperçoit encore que c'est pas forcément quelque chose qui est très connu de la part des services instructeurs, même si notre envoi a eu a eu des bons échos, parce que on a des services urbanistes qui nous disent en fait je retrouve pas ce numéro de récépissé sur la plateforme de vérification. Donc est-ce que vous pouvez me dire si l'architecte l'a bien déclaré? Parce qu'en fait le fait qu'il n'y ait plus du coup la signature de l'architecte sur le CERFA, même si c'est un document administratif, sur le CERFA, l'objectif c'est que cette bévue soit remplacée en fait par le numéro de récépissé. Donc si vous n'avez plus le numéro de récépissé, après c'est la porte ouverte à des faux architectes entre guillemets qui déposent des permis de construire dans le cadre du monopole. Je ne sais pas si vous en avez régulièrement. Alors régulièrement, moi j'ai pas beaucoup. Je suis une commune qui a assez peu de. Enfin, je suis pas une commune. Je travaille pour une commune qui a pas tant que ça de permis, et j'ai pas d'exemple récent de problème avec ces situations-là. J'en ai eu par le passé où j'ai eu des sérieux doutes sur. En fait, quand on voit la qualité du dossier, on peut s'inquiéter de l'inscription à l'ordre, en tout cas de la compétence de la personne qui a déposé, et donc ça peut peut-être effectivement laisser soupçonner des signatures de complaisance ou des choses comme ça, sur lesquelles c'est vrai qu'on a peut-être été je ne vais pas dire négligent, mais sans recours particulier à l'époque. Alors vous m'aviez sollicité d'ailleurs il y a quelques mois, années par rapport à ça, et c'est vrai que on est davantage sensibilisé, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique, principalement pour les architectes eux-mêmes et l'ordre en tant que tel, pour que ce soit bien respecté. Donc c'est bien aussi que des documents comme ce guide, là pour le coup c'est vraiment pour les services instructeurs, soient au courant qu'il y a des procédures particulières à suivre pour bien vérifier que tout est en ordre de ce côté-là. Donc ça c'est quelque chose qui est bien, qui est à saluer, parce que ça apporte vraiment quelque chose qui n'était pas forcément connu. C'est pas, en gros là je vais redéfendre un petit peu mes collègues. Autant le reste, ils sont censés le savoir, mais bon, de temps en temps c'est un peu léger, donc c'est bien d'avoir des éléments de rappel. Là, c'est quelque chose, ils sont censés le savoir aussi, mais c'est plus facile de passer à côté. Donc c'est bien d'en remettre une couche. Parce que je pense à un exemple que l'on a en cours actuellement. Il y a une collectivité, donc j'espère qu'elle n'est pas parmi le public, qui n'a pas vérifié que l'architecte était bien architecte. Et en fait, il s'est avéré que la personne qui était censée être architecte était décédée depuis quelques années. Lorsque les permis ont été déposés, donc là, branle-bas de combat pour la collectivité, tout a été retiré parce que l'archi n'était matériellement plus en capacité de déposer ces dossiers de permis de construire. Donc on s'est retrouvé, la collectivité s'est retrouvée avec une quinzaine de permis retirés pour fraude, et donc là surtout les projets concernaient des collectifs. Donc ça met vraiment le public dans une situation qui est très délicate. Alors, nous on n'a jamais été confrontés à des choses de cette ampleur-là. C'était sûrement des petites magouilles pour obtenir son permis de maison individuelle ou autre. Voilà. Alors, ça n'excuse pas, mais disons que c'était sûrement moins grave comme conséquence. Mais voilà, ça va dans le sens de mieux la réglementation est connue, plus on aura de chance de la faire appliquer. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions, bien entendu. C'est ça, un moment d'échange particulier.
Oui, bonjour. Je vous entends parler de dépôt de dossiers papier, mais il n'y a pas de dématérialisation? Parce que ça règle effectivement les problèmes de dépôt papier. Vous avez parfaitement raison. Suivant les communes, suivant les villes, le nombre de dossiers, parfois, c'est du grand n'importe quoi. Et pareil, les demandes aussi. Il y en a qui demandent des choses qui ne sont pas indiquées. Donc, c'est très bien d'avoir indiqué les pièces qu'il faut. Pourtant, elles sont bien indiquées sur les CERFA. Mais il y a certaines villes qui en demandent beaucoup plus. Donc la dématérialisation, la deuxième chose. Et est-ce que vous faites aussi référence dans certaines communes, dans certaines villes, avec l'ABF, l'intervention de l'ABF, qui rallonge les délais parfois? Parce que les ABF, les délais sont très très longs. C'était ma dernière question. Voilà. Je vais me permettre de répondre. Sur la dernière question, oui, le guide est très complet là-dessus et prévoit bien tous les cas de figure dans lesquels il y a des changements de délai, y compris les zones protégées par l'architecte des bâtiments de France. Donc c'est bien précisé dedans. Effectivement, c'est long. Sur la première question relative à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, oui, c'est même obligatoire depuis le 1er janvier 2022, je crois. Sur le principe. C'est-à-dire c'est applicable, c'est appliqué, enfin à ma connaissance, avec du retard, mais on a eu énormément de mal à avoir des prestataires qui mettaient en place des outils pour dématérialiser. C'était d'ailleurs très peu satisfaisant. D'ailleurs, je pense qu'ils sont sur le salon et je compte aller les voir pour aller leur poser des questions par rapport à ça. Non, c'était très peu satisfaisant la manière dont ça a été fait. Mais on ne va pas revenir dessus. En tout cas, aujourd'hui, il y a des outils pour déposer les dossiers de manière dématérialisée. C'est bien pour, j'allais dire la planète, mais pas tout à fait. C'est bien pour les pétitionnaires qui vont déposer, parce qu'ils ont globalement qu'un seul dossier à faire sur leur écran. Après, c'est pas tant que ça mieux pour la planète, parce que de toute façon, les communes aujourd'hui et les services instructeurs sont obligés de réimprimer. S'il fallait 18 exemplaires pour instruire le dossier, c'est ridiculement élevé, j'en conviens. Mais s'ils avaient besoin de 18, j'ose espérer qu'ils ne l'ont pas demandé pour le plaisir, c'est qu'ils ont dû envoyer 17 de ces dossiers-là à différents partenaires qui ont donné leurs avis sur différents sujets. Et donc, ils ont dû les imprimer, les mettre dans un courrier et l'envoyer. Alors, de temps en temps, certains services, effectivement, font des envois dématérialisés. Ça se développe de plus en plus. Et donc, ça permet d'éviter des photocopies inutiles. Cela dit, en tout cas, à ce jour, dans le Val-de-Marne, ou en tout cas, moi, dans les communes dans lesquelles je travaille et mes collègues proches avec lesquels on échange beaucoup sur ce sujet-là, globalement, les communes doivent réimprimer tous les dossiers qui sont nécessaires. Déjà, on n'a pas les outils pour les travailler sur ordinateur, donc s'il faut vérifier des différents éléments, on est obligé de les redemander, enfin de les imprimer. Et les différents partenaires qu'on sollicite, ils marchent encore en papier. Et donc, c'est bien. Alors, il y a un autre élément qui est problématique, c'est que le tout dématérialisé permet aux pétitionnaires de déposer leur dossier tout seul dans leur chambre un dimanche soir. Pourquoi pas, c'est pratique, ça permet quand on a des horaires difficiles de ne pas se plier aux horaires de la mairie qui sont parfois pénibles, j'en conviens. Le problème, c'est que ça peut limiter le rapport humain. Alors, outre le côté sympathique, c'est que l'échange qu'il y a avec le service instructeur permet de débloquer 90% des demandes d'incomplet ou il manque une croix sur un CERFA, il manque tel dossier, tel élément qui n'est pas très clair, c'est juste une mention sur un plan, on le rajoute et on n'en parle plus, c'est réglé. Quand on est tout seul devant son ordinateur, on peut se tromper, on se trompe de CERFA très régulièrement, on se trompe de pièces qui ne correspondent pas aux pièces qui sont demandées, mais du tout, de manière je vais dire ridicule, c'est un peu insultant, mais de manière vraiment inappropriée, c'est pas du tout les bons documents. Et finalement, aujourd'hui en tout cas, c'est pas quelque chose qui est très au point. Alors cela dit, ça fait de toute façon des années qu'on pratique déjà une dématérialisation de principe. On accepte tout à fait d'avoir des éléments par mail qu'on imprime parce que les personnes sont à distance et tout ça. C'est quelque chose qui est fait depuis des années. C'est juste que l'outil en tant que tel et la dématérialisation des autorisations d'urbanisme voulues, aujourd'hui, c'est pas très performant. Mais ça fonctionne et sur n'importe quelle commune, normalement, vous avez un espace pour déposer des demandes dématérialisées. Le guide en parle. Mais c'est vrai qu'il en parle de manière assez rapide. Mais c'est vrai que ça dit que vous pouvez déposer de manière dématérialisée les dossiers. Et de toute façon, les délais sont tous les mêmes. Hein. C'est exactement la même procédure. C'est juste que le point d'entrée est différent. Et ensuite, vous avez une deuxième question. Mais j'ai beaucoup trop parlé, j'ai oublié.
Le nombre d'exemplaires, elle en a parlé. Oui, alors oui, non, il y avait quand même le nombre d'exemplaires par ville qui était pénible. Alors c'est même plus que par ville, c'est même par secteur. De temps en temps, d'un côté de la rue, il faut un certain nombre, mais de l'autre côté, il en faut 2 de plus parce qu'on est dans tel secteur. C'est vrai. Mais comme je disais, c'est pas pour embêter les pétitionnaires que les communes demandent, c'est parce qu'en fait, ils ont besoin, quand ils sont dans tel secteur, d'avoir un dossier supplémentaire pour l'envoyer en consultation. Et donc, si c'est pas la personne qui le dépose, c'est le contribuable qui paye les photocopies. Donc c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. On le dit pas trop pour pas avoir des photocopies à faire toute la journée, mais c'est quelque chose qu'on fait. S'il manque un dossier, on le fait. Mais c'est vrai que s'il en fallait 18, c'est sûrement un projet très important qui nécessitait plein de consultations auprès des pompiers, auprès de différents services spécifiques. Et il a très sûrement fallu les envoyer à droite à gauche. Et sur ce point-là aussi, c'est vrai que certaines villes demandent des éléments complémentaires qui ne sont pas tout à fait réglementaires, qui ne sont pas imposés par le règlement. Alors, j'ose espérer là aussi que mes collègues ne font pas n'importe quoi et ne demandent pas des éléments pour le plaisir ou pour persécuter le pétitionnaire ou l'architecte qui dépose le dossier. Alors, ça doit arriver, hein, mais peut-être des exemples, mais j'ose espérer que ce n'est pas une généralité. Non, si les services demandent des pièces, souvent c'est pour aider le pétitionnaire. En fait, c'est que quand on va produire par exemple les plans de l'intérieur d'un logement, c'est pas obligatoire, mais ça permet de comprendre de quoi on parle. Par exemple, est-ce que ça va être qu'un seul logement ou est-ce que ça va être en fait une seule maison dans laquelle il va y avoir 8 logements dedans, sachant que c'est pas tout à fait la même réglementation derrière. Et si on ne peut pas vérifier certains éléments, c'est embêtant. Il y a un élément qu'on demande très souvent qui n'est pas obligatoire, c'est la notice, qui est en fait un papier sur lequel on décrit le projet. Ça paraît évident, mais c'est pas une pièce qui est obligatoire. Il y a juste dans le CERFA, enfin sauf dans certains cas, mais dans le cas général, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est pratique pour le pétitionnaire d'avoir une espèce de papier, un courrier, juste une feuille blanche avec, il décrit son projet, j'ai un enfant supplémentaire, j'ai besoin d'une pièce en plus, je suis un commerçant, j'ai besoin d'une... C'est pas réglementaire en tant que tel, mais ça permet au service instructeur de bien comprendre le dossier et au pétitionnaire aussi d'invoquer des motifs d'opportunité qui ne sont pas des motifs légaux, juridiques, obligatoires, mais qui sont dans ce cas de figure, il y a une personne qui a une maladie grave, elle a besoin d'accès handicapé, donc on comprend qu'on va faire un nouvel accès sur le bâtiment. Enfin, on aurait pu comprendre même sans éléments là, mais ça donne un contexte et ça permet de bien, pour le pétitionnaire, de bien expliquer son projet. Donc j'ose espérer qu'il n'y a pas trop d'abus là-dessus et qu'il n'y a pas des demandes improbables. À ma connaissance, le code d'urbanisme n'interdit pas de demander des pièces. Ce qu'il interdit de faire, c'est de demander juridiquement des demandes de complétude qui vont prolonger les délais ou voire qui vont justifier un rejet de la demande si ces pièces-là ne sont pas demandées, parce que c'est des pièces qui sont effectivement superfétatoires, qui ne sont pas forcément obligatoires. Donc ça peut être normal, à mon sens, que certains services demandent des pièces additionnelles. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait, alors, je sais pas, c'est rajouté dans le guide, mais c'est vrai que le guide est très juridique. Il ne parle pas forcément de la pratique. Après, c'est un peu compliqué de dire la réglementation dit ça, mais de temps en temps c'est différent. Évidemment, il ne faut pas rentrer dans un relativisme qui pourrait justifier du contentieux finalement. Mais c'est vrai qu'il y a des pratiques locales qui peuvent se justifier. C'est très long, je suis désolé de mon intervention, mais j'ose espérer que ça éclaire un petit peu les demandes qui sont faites. Et il y a peut-être des architectes qui sont traumatisés par des villes qui demandaient des pièces improbables et impossibles à fournir. C'est juste qu'en fait, le code de l'urbanisme, justement, vous protège. Si le service instructeur n'arrive vraiment pas à comprendre, demande des pièces improbables, vous pouvez lui sortir le code de l'urbanisme en disant non, je ne vais pas produire ces pièces-là parce qu'il n'y a pas besoin, débrouillez-vous avec les pièces que je vais donner, ça suffira. Donc en gros, c'est un outil pour vous protéger, mais il ne faut pas forcément le prendre mal que des demandes complémentaires soient faites, à mon sens. Donc on voit bien que vous avez fait une réponse très précise et que finalement la solution l'a pas vraiment sur la dématérialisation, le nombre d'exemplaires. Quand j'ai parlé de dématérialisation, j'ai un peu fait de provocation. On ne peut pas décréter que demain tout va être dématérialisé parce que la configuration, le contexte des communes est évidemment différent à chaque fois. La ville d'Ablon reçoit je ne sais pas combien de permis par an et puis c'est vrai que de faire des photocopies toute la journée, c'est effectivement le contribuable. Je vois la ville de Nanterre, elle est à 800 à 900 permis par an. J'imagine que d'envoyer effectivement de la règle de la dématérialisation unique, ça poserait un gros problème au service, surtout qu'en plus ils ont des problèmes, toutes les communes, je pense et je vois, à effectivement recruter des personnels techniques qui instruisent les permis. Donc tout le monde est un peu débordé. Donc il faudrait juste arriver, et ce guide en tout cas nous permet d'avoir une approche très didactique,
mais tôt ou tard de trouver une sorte de juste milieu entre exemplaires, dématérialisation et des règles communes à l'ensemble du territoire et particulièrement le nôtre, c'est-à-dire l'Île-de-France, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. En tout cas, ce guide, il est intéressant parce qu'effectivement, il raconte l'histoire, le chemin, le récit d'un projet du début jusqu'à la fin. Donc là, on a abordé les choses à peu près essentielles. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de phases dans un permis. Donc Clémence nous a rappelé effectivement comment on déposait un permis aujourd'hui, avec l'inscription effectivement, avec ce numéro qu'on revête suite au dépôt effectivement à l'ordre des architectes, hein. Et ensuite donc le CERFA, et puis ensuite effectivement la déclaration d'ouverture, ensuite peut-être les constats d'huissier, ensuite le projet qui se déroule, et ensuite la déclaration d'achèvement de travaux. Enfin, donc le projet, il a une vie avec un début et une fin. Et ce guide, en tout cas, permet de bien noter et de bien expliquer aux pétitionnaires qu'il y a plusieurs étapes à ne surtout pas oublier. Et que ces étapes, elles sont fondamentales, même pour demain, pour que le pétitionnaire soit protégé si, par exemple, il était amené à vendre son projet, enfin, en tout cas, sa maison, puisque, évidemment, va être inscrit dans l'acte notarié tous les éléments qui auront été instruits et dont le notaire aura besoin. Donc, il y a quand même tout un tas de phases, d'étapes qui sont absolument essentielles. Et dans ce sommaire que vient de mettre Clémence à l'écran, on voit bien effectivement que je pense que toutes les étapes ont été inscrites. Alors évidemment, on peut encore compléter éternellement, mais je pense que c'est une très belle étape. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, sinon... Non, je ne sais pas si c'est une conclusion, mais comme on disait, c'est vraiment intéressant de donner la possibilité de bien comprendre cette réglementation-là. Et il y a un petit élément sur lequel je voulais revenir sur justement la qualité de ce type de document, c'est que ça permet de tordre le cou à un certain nombre de mythes qu'on entend beaucoup, avec les fameux s'il n'y a pas de fondation, il n'y a pas besoin d'autorisation, ou alors c'est provisoire, ou c'est démontable. Mais enfin, tout est démontable si on va par là. Et autres, ça a été financé par de l'argent public, par des aides aux subventions, donc j'ai pas besoin d'autorisation. Enfin, on ne sait pas à quel point les gens sont sincères quand ils nous disent des choses comme ça. En tout cas, ce type de document a l'intérêt de rappeler que ça n'existe pas, il faut des autorisations de toute façon et qu'il y a des procédures qui sont à respecter. Voilà. Donc c'est intéressant, et il y a juste la question de la diffusion de ce document et à quel point il sera pris en main par des services et des pétitionnaires. Mais c'est quand même très bien. J'ai fait des petites critiques tout à l'heure, mais c'est quand même un document qui est vraiment, vraiment très intéressant. Merci à vous, merci Monsieur Olivier, merci François.